Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le lundi 22 avril 2024 et on débute avec ces images impressionnantes d'une trombe marine qui est apparue hier au large de Sainte-Rose. Le phénomène, qui était quand même visible par tous, a touché terre, passant brièvement d'ailleurs le stade de tornade. En quelques secondes, les vents auront littéralement balayé la plage. Une bonne nouvelle pour les agents communaux qui ont évité un nettoyage. En tout cas, c'était beau à regarder. On vous laisse avec les images. Une trombe marine mini-tornade qui aura d'ailleurs occasionné quelques dégâts sur son passage. Et suite à un arrêté préfectoral, un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés est instauré sur les territoires des Abîmes et Pointe-à-Pitre. Une mesure qui prend effet de 20h à 5h du matin. Et pour ces 2 prochains mois, et bien qu'Éric Jalton ait proposé une mise en place de restrictions à partir de 23h sur son territoire, le préfet a décidé de maintenir la plage horaire initiale. Une mesure justifiée selon Xavier Lefort qui précise que 40% des faits perpétrés par les mineurs le seraient entre 20h et 22h. Les jeunes contrevenants, en tout cas, risquent une amende allant jusqu'à 750 €. Regardez. Alors un couvre-feu qui commence ce soir à 20h, qui concerne l'ensemble des mineurs. Attention, mineurs non accompagnés. Si un mineur est accompagné, il ne tombe pas évidemment sous le coup de cet arrêté. Entre 20h et 5h du matin. Les bornes horaires, effectivement, sont parfaitement justifiées parce qu'on constate effectivement que 40%, enfin, c'est-à-dire près de la moitié des faits de délinquance commis par les mineurs le sont entre 20h et 22h. Et puis aussi, on est sous les tropiques. Il est évident que la nuit tombe vite. C'est 18h20 ou 18h25 la tombée de la nuit ici en Guadeloupe aujourd'hui 22 avril. Le crépuscule dure quelques minutes et vous savez qu'à partir de 20h, on est en nuit profonde, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Hexagone. Voilà. Un arrêté qui a pour objectif, encore une fois, d'abord, protéger les mineurs. On est dans un climat de délinquance avec des faits de délinquance qui augmentent, notamment en termes d'homicides, de vol à main armée, voilà, avec des incidences, des taux d'incidence très très forts. Et puis une délinquance juvénile qui est de plus en plus importante, notamment sur ces 2 communes, qui a progressé de plus de 50% entre 2023 et le premier trimestre de 2024. Voilà. Donc un arrêté qui est assorti de sanctions, évidemment, puisque toute interdiction est susceptible d'être assortie de sanctions. C'est une peine d'amende, c'est-à-dire c'est une contravention avec un montant maximum de 750 €. Ce qui est important dans la mise en œuvre, c'est qu'effectivement le jeune qui sera interpellé ou qui sera reconnu dans la rue par les forces de police entre 20h et 5h sera ou ramené chez lui s'il est à quelques mètres de son domicile ou ramené au commissariat de police où là on viendra effectivement, on appellera ses parents pour qu'ils viennent le chercher. France Asso Santé sensibilise la population sur ses droits en cas de mauvaise prise en charge médicale. Lors de dysfonctionnements et autres accidents, vous ne devez pas hésiter à le notifier ou porter plainte. Ces signalements sont certes de mauvais points pour les établissements, mais surtout une manière de développer la culture de la qualité des soins, car qui dit bonne prise en charge dit moins de dépenses pour la sécurité sociale en termes de dédommagement, de traitements complémentaires ou de réhospitalisation. Regardez. Nous avons organisé ce séminaire parce que nous avons bien noté, et il nous a été rapporté aussi, que les patients qui sont hospitalisés, quelquefois, rencontrent des difficultés pour pouvoir s'exprimer quand ils sont en proie à une difficulté relative à un événement indésirable qui se serait produit dans l'établissement et dont ils seraient victimes. Ce qui se passe, c'est que des fois, ils ne s'expriment pas là-dessus parce qu'ils ne savent pas
comment s'y prendre, ils ne savent pas à qui s'adresser. L'objectif pour nous, pour ce séminaire-là, c'est de faire connaître, d'expliquer aux usagers et à toutes les personnes qui sont présentes à ce séminaire comment faire pour pouvoir porter au devant de l'établissement les griefs qu'ils auraient pour ce qui concerne les incidents dont ils seraient victimes. L'objet de mon intervention, c'était de montrer qu'il était très important, à la fois pour les professionnels de santé, de signaler un événement indésirable, quand quelque chose s'est mal passé dans la prise en charge d'un patient, et tout aussi important pour les patients et leurs proches, de signaler, enfin de porter une plainte s'ils ont un grief, s'ils ont identifié un dysfonctionnement, parce qu'en fait, il s'agit de faire converger ces signaux qui informent que quelque chose s'est mal passé, de manière à ce que l'établissement s'en saisisse pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Cette parole, elle est réglementairement attendue et les établissements doivent s'en saisir pour s'améliorer. Notre objectif, c'était de dire qu'on est partenaire aux côtés des associations de patients parce que, j'allais dire, on agit dans le même sens. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter ces accidents médicaux, ces accidents liés aux soins. Et nous, Assurance Maladie, même si on n'intervient pas directement dans l'indemnisation de ces patients qui ont eu un accident thérapeutique, on peut intervenir très en amont en faisant en sorte de développer une culture de la qualité du soin et de la pertinence des soins. Comme ça, ça évite des dépenses inutiles à l'assurance maladie en faisant en sorte que les soins soient réalisés de façon la plus conforme aux données de la science, dans l'intérêt du patient et dans l'intérêt de notre assurance maladie. Au moment où le soin est prescrit, au moment où le soin est réalisé, au moment où l'acte est réalisé, il le soit le plus possible auprès des données de la science et que le patient soit bien soigné et qu'on évite les complications, les réhospitalisations qui coûtent cher à tout le monde. L'Association des moyennes et petites industries de Guadeloupe, elle célèbre ses 50 ans d'existence, 50 ans de lutte pour maintenir la production locale sur un marché captif où la prédation fait loi. Regardez. La MPI, c'est une association de producteurs locaux, donc c'est une association de producteurs d'industriels. Et le rôle de notre association, quand elle a été créée à l'époque, il y a 50 ans, l'objectif c'était de promouvoir et de défendre les intérêts en fait des producteurs locaux, donc du secteur industriel. Aujourd'hui, ce qu'on doit noter, notamment avec les différents changements climatiques qui s'opèrent, les différentes tensions, on a pu le voir notamment quand il y a eu le Covid ou quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est à mon sens extrêmement important qu'il y ait à minima un certain nombre de productions sur le territoire, bien que ce soit difficile en milieu insulaire, pour garantir à notre population l'accès à un certain nombre de produits, notamment des produits vitaux, pour éviter d'être en attente de produits venant de l'extérieur. La Guadeloupe a mieux résisté à la désindustrialisation que la France entière. Donc ça, je crois que c'est un motif de fierté. Ensuite, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont sur la table aujourd'hui, sur lesquels il faut faire attention. La réforme de l'octroi de mer, l'évaluation de la LODEOM en termes d'exonération de charges sociales, l'évolution des aides à l'investissement productif. On a là des piliers qui sont essentiels pour l'existence et le développement de l'industrie en Guadeloupe comme dans les autres Outre-mer. Et nous, à la FEDOM, on est là pour les aider et pour porter ensemble sur les Outre-mer avec les organisations d'entreprises, éminemment ce soir les MPI, ces enjeux sur le plan national. La région est compétente dans le domaine du développement économique. C'est très important d'être là pour cet anniversaire parce qu'on a vu la progression. Beaucoup doutent des capacités de ce territoire, d'avoir des industries et surtout de développer une production locale. L'association des moyennes et petites industries est vraiment le symbole de ce que nous voulons pour notre territoire. Nous ne sommes pas condamnés à être une société de consommation. Nous devons être une société de production de manière à créer de la richesse, de manière à créer des emplois. Beaucoup de jeunes aujourd'hui souhaitent s'engager, souhaitent être des entrepreneurs de demain. Il est de la responsabilité de la région de les accompagner, ce que nous faisons avec le président Harry Chalus. C'est notre façon de concevoir le développement. Aujourd'hui, nous avons plus de 8000 emplois dans ce secteur. Il faut défendre cette activité et nous le ferons ensemble.
Et on se rend maintenant à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat Saint-Claude qui organise son village beauté. L'occasion pour les apprentis des sections esthétique et coiffure d'échanger avec des professionnels aguerris sur les rouages de leur job. Une attention particulière était portée sur l'aspect et l'utilité sociale de leur métier qui permettent de redonner sourire et estime de soi à des personnes en difficulté. Le reportage. La Chambre de métier, à travers son centre de formation des apprentis, a mis en place ce village de la beauté qui vise d'une part à mettre en avant tout le savoir-faire de nos apprentis des sections esthétique et coiffure. Afin que nos jeunes puissent déjà échanger avec les professionnels de chaque métier, de leur parcours, de leur formation, des difficultés qu'ils ont rencontrées quand eux, ils étaient en formation. Et nous avons voulu, au cours de cette journée, aussi mettre l'accent sur l'aspect social des métiers et de la coiffure et de l'esthétique, notamment en liant un partenariat avec l'association Amazon, et donc de profiter de cette semaine pour les mettre à l'honneur. C'est un beau village en fait de la beauté. Nous avons été conviés par la Chambre des métiers pour pouvoir justement aussi insuffler, mais en même temps pouvoir aussi être à l'écoute et parler aussi aux jeunes et leur faire comprendre aussi les problématiques qui peuvent être liées à la maladie, à l'aspect social et à comment justement le bien-être, l'estime de soi est essentiel et est important en fait dans la vie en général, mais aussi à travers la maladie. Avec ces jeunes, nous avons eu des échanges de base concernant notre rôle et aussi leur avenir au niveau de l'esthétique. Il est important effectivement de pouvoir accompagner le public à aller bien, de se sentir bien, de les valoriser et de les réconforter aussi. Je pense que c'est important parce que pour pouvoir aller plus loin, il faut savoir d'où on sort. Pour voir l'importance de ce qu'on a, il faut savoir ce que l'autre a eu à son époque. Donc ça va conforter nos jeunes dans leurs choix et dans les difficultés qu'ils vont rencontrer pour se rendre compte que les difficultés ont toujours existé. Un reportage signé Maxime Morel. Et on enchaîne avec le village de la mobilité de la ville des Abîmes. Ce matin, nous sommes au village des mobilités, organisé par la ville des Abîmes au niveau de l'esplanade de la Maison du Tourisme, juste en face du stade, au plein centre-bourg de la ville des Abîmes. Nous avons une grande journée autour des mobilités, mobilité durable, mobilité active. Ça veut dire pratique d'activités physiques régulières, ça veut dire respect de tout un chacun sur la voirie, partage de différents types de transports éco-responsables, vélo, covoiturage, tous les éléments qui permettent d'éviter l'autosolisme et de décarboner un maximum, d'éviter la pollution un maximum. Cap Excellence et la CAL qui ont transféré leurs compétences mobilité à un syndicat pour qu'ils l'exercent à leur place. Qu'est-ce qu'on fait? On gère les transports urbains. C'est le réseau des bus Car Willis que vous voyez. Ça va jusqu'à la Désirade. Ça représente 60 lignes. On transporte quasiment 3 millions de personnes chaque année avec ce réseau-là. Et on assure sur les 13 millions de kilomètres parcourus dans toute la Guadeloupe pour faire le transport urbain, à nous seuls, on fait 4 millions. Le but du tuk-tuk, c'est vraiment de faire des balades de manière très écologique. C'est aussi très facile comme véhicule, auquel il n'y a pas réellement de porte. C'est assez facile à se déplacer aussi, et c'est totalement électrique. On subventionne la pratique du covoiturage. On l'a commencé en février 2022. Et ça porte beaucoup de fruits puisque les gens aiment ce mode de déplacement en Guadeloupe. Il y a 13 000 trajets qui ont déjà été faits depuis cette période-là. Et à raison de 1,50 € de subvention par trajet qui coûte 2 €. On fait aussi la pratique du vélo. Le vélo en assistance électrique que vous avez vu là. Nous avons une centaine de vélos qui sont répartis sur Pointe-à-Pitre, Abîmes, Bemao, Gosier maintenant, ces 4 communes-là. Nous, on est spécialisés dans les tours touristiques et artistiques, donc c'est des tours privés, on va dire, et on fait de temps en temps aussi des tours peu publics. Nous, à la ville des Abîmes, comme on s'inscrit dans une démarche d'aménagement cyclable pour l'environnement de la collectivité, donc on va essayer de peut-être faire des inaugurations de nouveaux dispositifs cyclables, peut-être des journées de mobilisation, mais en tout cas l'année prochaine on va forcément continuer cette approche pédagogique où on explique, où on développe, où on débat avec tout un chacun pour comprendre les besoins et faire que notre mission éco-responsable soit respectée.
Et maintenant, je reçois Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence. Bonsoir Monsieur Céligny. Bonsoir, bonsoir aux éditeurs de Canal 10. Et nous avons également Sully Gabon, qui est assistant en maîtrise d'ouvrage sur un projet justement piloté par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Bonsoir Monsieur Gabon. Bonsoir à tous. Et avant de faire un point justement sur ce séminaire sur la stratégie agricole et alimentaire que vous allez organiser, j'aimerais, en votre qualité justement de directeur de l'Agroparc, prendre des nouvelles de cette structure qui est censée sortir de terre très prochainement. Techniquement, le chantier est engagé. À quel point nous en sommes, Monsieur Céligny? Ce n'était pas prévu, mais je sens votre on a un grand intérêt, moi je le dis, on a un grand intérêt pour cette structure. Non pas directeur de l'Agroparc, il n'y en a pas encore. Je suis juste le vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence, en charge de la mise en place effectivement de l'Agroparc Caraïbes Excellence. Donc les travaux de viabilisation ont commencé et donc nous sommes là avec de la sérénité puisque nous avançons dans le projet. Il n'y a pas si longtemps, nous avons revu, en tout cas actualisé le plan de financement au niveau du dernier conseil communautaire qui a eu lieu l'avant-dernier plus précisément au niveau de Cap Excellence. Et donc nous avançons sereinement et nous avons bon espoir d'avancer et de faire en tout cas faire en sorte que le projet émerge assez rapidement parce qu'on le sait, il y a une attente de la part, c'est vrai, des agriculteurs mais aussi des agro-transformateurs du territoire. On en a tellement parlé et donc l'attente elle est grande, mais le travail continue sereinement et nous essayons de faire les choses bien pour qu'il n'y ait pas de couac véritablement sur sa mise en œuvre. Voilà. En tout cas, sur Cap Excellence, vous voulez vraiment marquer votre ambition sur la consommation locale et donc vous organisez prochainement un séminaire sur la stratégie agricole et alimentaire autour d'une grande question, à savoir comment améliorer l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective. Pendant des années, on nous a parlé des difficultés que les agriculteurs avaient justement pour placer leurs produits, notamment dans les collectivités ou bien dans les cantines scolaires tout simplement. Donc on avance, ça veut dire qu'on avance sur cette question ? On avance, oui, sur cette question. Forcément, nous avons, nous, à Cap Excellence, la volonté, en tout cas, à travers notre PAT, notre projet alimentaire territorial, eh bien, de poser les bases d'un travail minutieux qui a commencé depuis l'an dernier, s'agissant du diagnostic de la stratégie agricole et alimentaire du territoire de Cap Excellence. Et c'est vrai que, d'ores et déjà, on a pu identifier un certain nombre de pistes, et notamment des facteurs limitants comme l'insuffisance de produits locaux dans la restauration collective. D'où la question que vous venez de mettre en évidence, quelle piste pour améliorer l'approvisionnement en produits locaux. Et c'est vrai que ce séminaire a lieu mercredi 24 de 9h à 12h et c'est au MACT. Et donc cette volonté affichée en tout cas de Cap Excellence, parce que l'éducation alimentaire est une priorité. Le président Jalton y tient et nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions jusqu'à maintenant pour favoriser cette éducation alimentaire. Par exemple, la distribution de plans, jardins d'excellence, il y a donc un certain nombre d'opérations. Mais s'agissant du diagnostic que nous mettons en œuvre aujourd'hui, s'agissant en tout cas de la stratégie alimentaire et agricole, eh bien, nous voulons là aussi agir parce que ce facteur limitant nous pousse véritablement à nous interroger. Il y aura là, mercredi, un certain nombre d'acteurs. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de proposer aussi des pistes de réflexion, de solutions pour nécessairement s'interroger sur l'approvisionnement en produits locaux et aussi laisser les intervenants faire part de leur expérience et un échange avec le public. Alors, Monsieur Gabon, justement, vous êtes assistant en maîtrise d'ouvrage sur ce projet. Monsieur Céligny nous a parlé de certains facteurs limitants. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qu'ils sont? Alors, ces facteurs limitants sont relativement simples. Quand nous avons interrogé, en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, l'ensemble de la profession agricole, le premier message qu'ils vous disent, c'est que voilà, nous sommes les producteurs, nous savons produire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'on nous donne des débouchés garantis, donc des écoulements de notre production, qu'on nous paye dans des délais raisonnables et qu'on nous paye surtout à un prix permettant de rémunérer correctement notre travail. On sait très bien à quel point, autant à l'échelle guadeloupéenne, vous avez reçu encore il y a peu de temps les planteurs de la filière Cannes. Voilà, c'est la même problématique à l'échelle nationale, donc ça se trouve. Et aujourd'hui, force est de constater que quand vous interrogez les responsables de restauration collective, que ce soit restauration scolaire, mais aussi dans les hôpitaux, dans les, voilà, etc. Ils vous disent, aujourd'hui, on a du mal à avoir des produits locaux. Tout simplement parce que, les exploitants et producteurs sont payés très tard. Le président Céligny peut témoigner. Nous avons un fournisseur
qui approvisionne donc la restauration, enfin certaines restaurations collectives, qui vous dit j'ai jusqu'à 200 jours de retard de paiement. Presque un an. Oui, et presque un an. Il nous dit que si l'on tenait qu'à mon directeur, il y a longtemps qu'on aurait arrêté sur ce marché-là. Mais il vous dit, j'ai mon gamin de 7 ans qui est dans cette école-là. Si moi, en tant que fournisseur, je ne fournis pas cette école, d'accord ? Qu'est-ce que mon gamin va manger donc le midi? Vous voyez? Donc c'est ça aussi. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de développement territorial. Parce que, bien évidemment, les producteurs, si on leur permet d'avoir accès à ces marchés, alors on a parlé donc des prix, il y a aussi un autre facteur important, c'est que la plupart donc, de ces marchés sont justement accessibles via des procédures d'appel d'offres. On parle de calibrage, de choses comme ça. On parle de calibrage, on parle de démarches administratives. Ceux qui n'ont jamais fait un appel d'offres de leur vie, je peux vous dire que voilà, si vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas un minimum de connaissances, d'habitude, donc de pratique, c'est pas évident. Donc là aussi, c'est pas le genre de démarche qui va inciter les agriculteurs. Et là aujourd'hui, il y a des pistes qui vont être présentées. Il y a les structures qu'on appelle donc les EPL, SPL, voilà, qui sont justement des structures administratives qui existent et qui fonctionnent. Donc on a des témoignages de structures donc, de la Martinique qui viendront, donc de métropole. Ce sont finalement des structures commerciales publiques qui peuvent acheter, d'accord, et se substituer à la place de ces cantines, ces associations collectives, pour pouvoir payer en temps et en heure, sans passer à certaines conditions, par toutes ces procédures d'appel d'offres, de marché public, donc, etc., donc sans mise en concurrence. Donc ça veut dire que les solutions administrativement existent. Donc là, on aura des témoignages, des personnes qui vont parler justement de ce qu'ils font donc, au quotidien. Et l'idée, ça sera après aux élus de se dire, voilà, il y a des solutions, est-ce qu'on s'en empare, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Donc, l'objectif pour nous, vous l'avez compris, puisqu'on parle là de restauration collective, on ne parle pas uniquement de restauration scolaire, faisant référence aux crèches, aux maternelles, au lycée, à l'université, mais il y a aussi, ils ont fait un travail de concertation avec l'EHPAD, les hôpitaux, et également le médico-social, par exemple, il y a aussi la restauration d'entreprise. Donc c'est une véritable réflexion permettant de faire émerger, je l'ai dit tout à l'heure, des réflexions, mais aussi des solutions pour mieux, afin d'optimiser le fonctionnement, les fonctionnements de la chaîne d'approvisionnement également, et pour en produits locaux pour le territoire de Cap Excellence, mais aussi plus largement quelque part en Guadeloupe également. Et donc à terme, faire en sorte que tous les repas qui soient livrés, en tout cas sur la communauté d'agglomération Cap Excellence, soient issus de production locale. C'est l'objectif, en tout cas. Alors, c'est l'objectif. Il faut dire que ce séminaire n'est pas ouvert qu'à Cap Excellence. Il a été ouvert à toutes les mairies de Guadeloupe, à toutes les institutions, pour leur dire, voilà, on a invité la fédération hospitalière, on a invité vraiment toute une série d'acteurs pour leur dire, voilà, il y a des choses qui marchent. L'objectif des pâtes, généralement, c'est deux choses. Manger mieux. D'accord, c'est très bien que c'est notre alimentation, et aboutir à l'autonomie alimentaire. Je crois que l'exemple de la Covid nous a bien montré à quel point on était donc dépendant. Donc si on peut faire en sorte que nos agriculteurs du territoire puissent mieux nourrir nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, c'est gagnant-gagnant. Très bien. Le mot de la fin. Donc j'invite tout un chacun à être sensibilisé par rapport en tout cas à ce séminaire que nous organisons agricole et alimentaire, et à venir nombreux pour pouvoir échanger. Rappelez tout de même qu'il y a un certain nombre d'intervenants. Caroline Acosta, responsable outre-mer marché et marché émergent, direction alimentation et développement. Raymond Jean-François, administratrice SOGES. Boris Pétricien, directeur général SOGES. Pierre-Charles Poujou, consultant senior en transformation des organisations. Didier Martin Vallée, président de la commission développement économique, affaires caribéennes et affaires européennes. Césaire Région Guadeloupe. Aude Bello, chargé de mission alimentation à la DAF de Guadeloupe. Donc voilà un espace d'échange, un espace où on va pouvoir discuter de l'alimentation, de la stratégie à mettre en œuvre, et surtout s'agissant même de l'approvisionnement en produits locaux sur le territoire de Cap Excellence et plus largement. Merci beaucoup. Je le rappelle, Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence, ainsi que Sully Gabon, assistant maîtrise d'ouvrage sur ce projet, justement, sur la stratégie agricole et alimentaire en Guadeloupe. Merci encore une fois, et on invite effectivement. Le public aussi peut participer. Absolument. Le public, les agriculteurs, tous ceux qui sont concernés par la restauration collective, les collectivités et les communautés d'agglo. Nous avons invité tout ça pour que cette information diffuse un maximum. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Akaret. Et on parle maintenant de la piste d'athlétisme du stade de Morne-à-l'Eau qui a été livrée. L'ouvrage a été réceptionné par la région Guadeloupe et la municipalité de Morne-à-l'Eau qui font un point étape sur les travaux dans cette structure. Regardez. Nous sommes en réception des travaux avec le maire de Morne-à-l'Eau et son équipe parce que nous avons fini la piste.
voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui reste à améliorer, notamment l'aménagement des vestiaires pour redonner à Morne-à-l'Eau la possibilité de jouer dans sa commune, parce qu'il faut que les vestiaires soient aux normes, voir un peu les défauts en matière d'éclairage public, comment accompagner la mairie de Morne-à-l'Eau, et aussi, je crois, la salle de judo qui sera reconstruite pour pouvoir permettre au stade de retrouver une conformité exigée par la Ligue. Donc c'est un plaisir de voir effectivement que cette piste était abandonnée, il n'y avait pas un tartan dessus. Nous l'avons refait, c'est un projet très ambitieux pour Morne-à-l'Eau qui a beaucoup d'athlètes. Nous connaissons les résultats apportés par la commune de Morne-à-l'Eau, que ce soit en basket, en hand, en football et en athlétisme. Donc, comme nous le disons, nous équipons les communes. Depuis plusieurs années, le stade ne fonctionne pas. Les vestiaires, vous avez vu l'état des vestiaires. La piste qui est neuve aujourd'hui permettra aux athlètes de s'exprimer. Et c'est ce que nous voulons pour les jeunes Guadeloupéens, afin qu'ils aient des équipements, des lieux d'expression. Et c'est ce que nous faisons ce matin quant à cette réception. L'inauguration viendra après, dans un mois à peu près. Et puis, c'est une satisfaction pour nous que la région soit à nos côtés, puisque les villes, vous le savez très bien, les villes n'ont pas à tout moment les moyens pour faire avancer les projets. Donc, il nous faut justement l'appui des grandes collectivités, régions, départements, État également. Et puis, ce matin, je dois vous dire que c'est une journée d'excellence pour nous à Morne-à-l'Eau. J'ai eu le maire, comme je le fais avec tous les maires, pour lui dire il faut trouver un nom pour que nous puissions honorer ceux qui ont fait ou ceux qui sont toujours là. Je prends l'exemple, qu'on le veuille ou non, j'entends tellement de paroles, un bonhomme comme Angloma. Je n'ai pas entendu beaucoup de Guadeloupéens dire Angloma a été champion du monde, il a été un joueur international, c'est l'un des rares, très rares Guadeloupéens à être retourné en Guadeloupe et à se mettre à la disposition des Guadeloupéens. Il n'y a aucune infrastructure qui porte son nom. Eh bien, nous avons décidé avec le maire de Morne-à-l'Eau que le gymnase de Morne-à-l'Eau portera le nom d'Angloma. Eh bien, il sera inauguré bientôt. Et comme cette piste, comme le City Stade, nous essayons de donner un nom à chaque infrastructure aux personnes qui en font. Richalus qui, pour la fin de sa mandature, va démultiplier les éponymies. Et on enchaîne avec les Timatins Timoun Tibou, des journées de découverte des activités sportives et culturelles pour les enfants de 0 à 6 ans de la ville de Petit-Bourg, bien évidemment. Et aujourd'hui, nos petits bouts de chou se sont essayés au VTT et au judo. Regardez. Le service jeunesse de la ville de Petit-Bourg s'occupe des enfants de 0 à 6 ans, mais aussi des ados, donc de 13-17. Donc là, cette année, comme il y a 6 ans, nous mettons en place les Timatins Timoun Tibou, qui sont une action qui a pour but de promouvoir la petite enfance à Petit-Bourg. L'idée est de permettre aux parents de savoir, de connaître toutes les activités qui se font sur la commune, d'un point de vue sportif ou culturel. Et là, après, ils peuvent inscrire leur enfant dans l'une des activités ou dans plusieurs. Alors en fait, c'est le fait de pouvoir lui faire découvrir un sport qu'on n'aurait pas forcément découvert comme ça, puisque je ne sais pas si je l'aurais inscrit s'il n'y avait pas l'initiation avant, parce que je ne sais pas s'il va aimer ou si c'est quelque chose qui l'intéresse, le judo. Ce matin, nous avons eu la découverte du VTT avec l'association ACVPB. Ce sont les associations de Petit-Bourg qui participent à cette manifestation. Nous avons aussi là l'association de judo de la ville aussi, là en ce moment, qui se déroule avec les enfants de 3 ans. Et nous avons aussi sur notre structure de la gymnastique ce matin, la découverte de la gymnastique rythmique et sportive. Bon, pour le moment, il était surtout intimidé, puisque bon, c'est la première fois qu'il va faire un sport. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il aime. Parce que de toute façon, c'est une activité, il aime bien se dépenser. Donc je pense qu'il aime. Après, on verra par la suite, si le judo, précisément, l'intéresse. Les enfants sont ravis parce qu'ils sont dans une découverte, peut-être quelque chose qu'ils avaient envie de faire, mais là, ils sont dans une découverte avec des personnes qui les encadrent et qui les aident à faire un petit peu ce qu'ils aiment, parce que c'est vraiment une découverte. Et puis, ils sont épanouis, ils sont heureux, ils sont contents. On le voit qu'ils sont très, très contents de faire ces activités. Le vélo, on a pu voir ce matin, il y avait une dizaine d'enfants, ils étaient en sueur, mais ils étaient ravis. Nous aurons bientôt les inscriptions qui vont s'ouvrir pour les accueils de loisirs. Donc, nous rappelons que durant les vacances de juillet, nous organisons des accueils de loisirs. Donc, nous avons les accueils maternels. C'est pour les enfants de 3 à 6 ans.
Donc là aussi, très bientôt, nous allons commencer les inscriptions, ici même, toujours au complexe Gaël Monfils. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas effectivement qu'un arrêté préfectoral a été pris pour un couvre-feu sur les territoires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Ça prend effet aujourd'hui à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. En parlant de plage horaire pour des restrictions, notez que des travaux sont opérés sur le pont de la Gabarre à compter d'aujourd'hui. Ce sera de 21h, si je ne m'abuse, de 21h à 5h du matin. Et pour les 3 premiers jours, donc ce sera dans le sens Bémao-Pointe-à-Pitre. Donc si vous allez vers Pointe-à-Pitre, il faut que vous passiez effectivement par la route de l'Alliance. Et pour le couvre-feu, j'ai oublié 750 € d'amende si on vous trouve dans la rue sans vos parents ou sans accompagnateur, très cher mineur. Et avant de se quitter, petit dicton du jour, on va en faire 2, puisqu'on va parler de Belle-Île-en-Mer tout à l'heure. Donc on va en faire un sur la mer. L'en-met pas ni pied-bois, la mer n'a pas d'arbre où s'accrocher, variante du proverbe, effectivement, la mer n'est pas un lieu sûr, il faut donc être prudent, donc c'est l'en-met pas ni pied-bois, il y a la déclinaison l'en-met pas ni branche, et sinon, je vais vous donner celui-ci aussi, les grives qu'a mangé graine à gommier, ils savent l'ager à kiwai. Donc, si la grive mange des graines du gommier, c'est qu'elle connaît bien la largeur de son anus, il faut agir en connaissance de cause. N'oubliez pas que demain, mobilisation générale, on va voir ce que ça donne. En tout cas, plus d'une dizaine d'organisations syndicales et le LKP ont appelé à la mobilisation. Et notez aussi que le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazeneuve, sera en visite en Guadeloupe à partir de demain après-midi. Il rencontrera Harry Chalus et Guy Losbar. Et mercredi, il effectuera une série de visites dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, mais aussi pour effectuer des signatures avec la DRFIP, donc la Direction régionale des finances publiques. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.